Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Monsef. Depuis son enfance, Monsef est fasciné par les strass et les volants. Après son adolescence, en boîte de nuit parisienne, il découvre un nouveau pan de sa personnalité. Une passion est née et une nouvelle aventure au-delà des conformités. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Monsef. Retour à l'instant T. Alors, moi je m'appelle Monsef, j'ai 35 ans, je suis algérien, je suis né là-bas et j'habite à Barcelone depuis 6 ans maintenant, enfin 6 ans et demi, ça commence à faire. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life un peu, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et surtout, un moment clé dans ma life, parce que j'ai un hobby un peu spécial, qui est d'être drag queen. Ça reste un hobby, je ne fais pas ça sérieusement, je n'en vis pas, même si je gagne des fois de temps en temps quelques petits trucs, mais j'investis tellement, je réinvestis tellement que en fait, ça reste un hobby, quoi. Et du coup, en fait, c'est venu quand j'habitais à Paris. Il y a donc 6 ans, j'ai déménagé à Barcelone et j'ai habité pendant 6 ans à Paris. C'est là où, en fait, j'ai commencé ma carrière de gay, comme je dis. Enfin, on va dire, j'ai fait mon coming out à moi-même, quoi. C'est là où j'ai T'as commencé à sortir et tout. Et, mais tout le monde savait autour de toi que t'étais gay. Oui, c'était pas ça le problème. C'était genre C'était vraiment juste que toi, tu t'es révélé. la star, quoi. Ok. Sauf qu'en fait, j'aurais dû me douter parce que depuis tout petit, j'aimais déjà la paillette et le strass, même si je le voyais pas. Parce qu'en fait, donc comme je vous ai dit, moi je suis algérien, donc je suis né en Algérie, et forcément, ce genre de choses en Algérie, c'est pas super bien vu parce que un mec, il faut qu'il soit un mec, quoi. Donc en fait, moi tout petit, j'ai été vraiment entouré de beaucoup de femmes. Que ce soit les sœurs de ma mère, les sœurs de mon père, et que des femmes partout. Je préférais largement la présence des femmes, et puis j'étais un peu un monsieur aïe-ouï, comme il m'appelait. C'est-à-dire j'étais un peu chochotte, voilà, j'étais nulle en sport, je préférais la présence des filles en général. T'étais bien. Et puis je kiffais les cheveux des filles et les jupes qui volent. Moi, mon kiff, c'était pas de voir la culotte des filles quand elles tournaient, c'était juste, j'étais fasciné par le volant de la jupe, quoi. Et un jour, il y a eu Dalida à la télé, dans un clip que j'ai retrouvé bien plus tard, qui était celui de Gigi in Paradisco, où elle portait un ensemble à paillettes dorées comme ça, et elle tournait sur elle-même. Et moi, écoute, j'étais fasciné. Ça t'a fait rêver. Ça m'a fait rêver. Le problème, c'est que mes parents me mettaient des bâtons dans les roues dans cette histoire. Là, t'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir à partir de 5 ans, parce que je m'en rappelle depuis vraiment tout petit. J'avais beaucoup de cousines. Et des fois en cachette, je mettais leurs vêtements. Mais c'était encore une fois cette fascination pour les volants. En fait, je mettais pas n'importe quoi. Je mettais que les trucs qui volaient. Les belles choses que t'aimais bien. C'est ça. Et mes tantes, elles avaient des foulards. Oh là 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 là. Ça te faisait rêver. J'avais les cheveux raides et lisses. Ah, donc t'avais les cheveux super longs. J'avais les cheveux en coupe au bol. Et parce qu'ils étaient incoiffables, tellement ils étaient raides et tout, et j'adorais danser sur ceux qui s'en rappellent, du Dorothée et tout, et je bougeais ma tête comme ça, et ça faisait voler les cheveux, et les foulards et tout. Tout ce qui est fluide, qui vole. J'adore. Et alors, mes tantes, elles trouvaient ça drôle, elles trouvaient ça machin et tout, je crois qu'elles commençaient à s'en douter et tout, mais bon, ça faisait pas rire mes parents. D'accord. Et je me rappelle un jour, ma cousine a dormi chez moi, et j'ai mis sa petite jupe, et ma mère est rentrée. À ce moment-là. Et là, elle m'a chopé comme un rugbyman. Mais genre sous le bras, là, comme ça, raka. Et je crois qu'elle m'a traîné jusqu'à, genre sur 5 mètres, sous son bras, là. Et là, elle me prend par les cheveux et elle me jette dans le balcon. Ça a été d'une violence. Ah ouais, c'est super violent. Me jette dans le balcon. Moi, je touchais mes cheveux. Mon seul truc, c'était mes cheveux qui tombaient. Parce que c'était ça ma hantise. Parce que forcément, le coup, elle m'a pris par les cheveux. Elle m'a lancé contre le balcon et tout. Donc là, t'avais 10 ans, quoi, max. Même pas. Je devais avoir... Attends, mon petit frère venait d'être né. Je devais avoir 7 ans, un truc dans ce genre. Ah, donc ça l'a dérangé vraiment. Enfin, sans tout c'était pas possible, quoi. Pourtant, mes parents sont pas musulmans, on n'est rien du tout.
Et en fait, non, ça n'a pas réussi à m'enlever Ça n'a pas stoppé. ça m'a pas stoppé. Après, il y a eu toute la phase d'adolescence où j'ai continué à aimer beaucoup les girls bands. C'est vrai que les boys bands, il n'y en avait pas beaucoup dans ma life. Et à Paris, du coup, j'ai commencé à me faire des amis gays. Okay. Et c'est là que le shift a commencé, en fait. Et c'est là que tu te rends compte, putain, merde, j'ai plus du tout d'amis mâles, hétéros. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Si tu peux avoir des potes qui te ressemblent, tant mieux. Ouais, mais des fois je me repose en question. Je me dis, mais du coup, si on se mélange pas, il n'y aura jamais moins de diversité et moins d'enrichissement de tout. Voilà. Et en fait, j'ai commencé à sortir là. Et un jour, je découvre une soirée qui s'appelle la Happy Pulse. La Happy Pulse. Ouais. C'était au Mix à Paris. C'était un concept de taré. Cette soirée-là, donc du coup, c'était une soirée pop et c'était pendant les années 2000-2010. Okay. Lady Gaga, Britney, Beyoncé, toutes les divas là, à ce moment-là, c'était le gros boom. Et c'était les clips vidéo surtout qui étaient à l'honneur parce que dans cette soirée, il y avait un écran gigantesque et plusieurs petits où il passait le clip vidéo de la musique qui passait. C'était tous les clips comme ça avec le DJ qui animait la soirée en mode fête foraine mais moins cheap, enfin moins... En mode bonne ambiance, voilà, c'est une vraie soirée quoi. Il y avait des confettis, il y avait des Mr Freeze, ils distribuaient des Mr Freeze, je vais m'en rappeler, c'était génial. Des Mr Freeze, il y avait des sucettes, il y avait des croissants à 6h du matin pour ensuite... Distribués par la soirée. Yes. Ah ouais, on n'a pas été à la même soirée. Hein. Non, même non, Mix, hein, c'était pas comme ça. C'est pas pareil. Hein. C'était pas comme ça. Et moi, franchement, j'étais fasciné. Et d'ailleurs, j'en restais jusqu'à 6h du matin parce que c'était cool, quoi. C'était trop bien. J'avais même pas besoin de boire en plus. Et le moment culminant de la soirée, c'était ce qu'ils appelaient le show des Happy Boys. Alors, le show des Happy Boys, c'était 4 shows selon le thème de la soirée. Alors, le thème de la soirée pouvait être soit une chanteuse, soit un groupe de chanteurs, parce qu'on a déjà fait Backstreet Boys, soit Halloween, Carnaval, la plage, des comédies musicales, n'importe quoi. Noël, on a fait. Oui, il y a eu Noël aussi. Il y a eu Carré, attends. Il y a eu Disney aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Bon, plein de thèmes. Enfin, il y en a vraiment tellement que. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce groupe? Ce groupe, c'était 5 mecs. Ultra baraques, donc comme ceux que je voyais dans les autres soirées. Ils étaient vraiment en talons, en haut, enfin en vêtements féminisés à mort, en vêtements de filles, et comme de par hasard, ça coïncidait avec le clip vidéo qu'ils étaient en train de refaire. Et c'était la même choré, les mêmes coiffures, les mêmes perruques, les mêmes tenues, c'était vraiment incroyable. Et moi j'étais bien fait, c'était trop bien. Bon, c'était un peu pourrave quand on regarde, mais franchement, il y avait de la prod sur le moment. Sur le moment, il y avait vraiment de la prod et il y avait des tableaux, on appelait ça, c'était le show, qui était impressionnant. Il y a eu par exemple un live de Madonna de Vogue de 92 qu'ils ont refait. Moi, je l'ai refait après avec les tenues de Marie-Antoinette et tout. C'était vraiment impressionnant avec la choré super difficile et tout. Enfin, truc de fou. Qu'est-ce que tu ressens face à ça? Et moi, en fait, j'étais fasciné. Mais c'est quoi ce délire? J'adore. Moi, j'étais toujours Miss Podium, comme je dis. J'étais toujours sur les podiums, je dansais et tout. Et puis, un jour, ils décident de faire, j'appelle ça le spin-off de la soirée, parce qu'ils appellent ça la Happy Touch. Et qui consiste en, c'est les clients qui font le show. C'est-à-dire, tu devais t'inscrire au concours, dire, voilà, ça c'est mon groupe de potes, et on va faire tel truc. Ils nous donnaient 100 € pour te démerder de budget, quoi, pour te trouver les costumes, machin et tout. Et nous, en fait, on avait décidé pour la première de faire un musical une comédie musicale qui était sortie dans les ciné à l'époque, qui me plaisait beaucoup, qui était Hairspray, qui parle de la discrimination dans les années 60, des noirs et des grosses et des cheveux dans tous les sens et de la laque et enfin bref, c'était génial. Et on a fait ce numéro-là et c'était pourrave, mais c'était génial parce qu'on a fait ça vraiment avec les moyens du bord. Ça donnait quoi? Ça a donné, on est allé chercher les vêtements chez Sunshine, je sais pas si tu connais. Non, c'est genre tu vas chez Barbès, tu vas chez Barbès, tu vas à Barbès et tu vas dans les magasins là-bas et puis c'est 20 € la robe, quoi. Et paillettes et tout, machin. On n'a pas trop exagéré. Et en fait, à un moment donné, à la fin, en fait, il y avait un moment de lac
parce qu'en fait tout le monde faisait de la laque comme ça, et en fait on a pris des déodorants qu'on nous avait offerts dans le métro ou je sais pas quoi, là, une campagne de Gillette. D'accord, ok. Et du coup voilà, et tout le monde était là. Mais bon, on avait gagné quand même. Okay. Ah, vous avez gagné. On avait gagné, bien sûr. Ah, évidemment. Attends. Sinon je ne raconterai pas. on a gagné, et en fait c'est là où j'ai commencé à me faire remarquer par la troupe. Et puis un jour, il y a un des Happy Boys qui pouvait pas pour la soirée principale. Et là, il me demande ouais, j'ai vu que tu dansais pas mal et tout, ça te dit de venir faire ça avec nous. Alors moi j'ai fait pression, mais t'as pas intérêt à dire non. Ok, c'est ton heure, c'est ton moment. Now or never. Et donc je suis allé, et en fait on faisait 2 répètes par semaine, c'était du sérieux, hein. 2 répètes par semaine, après le taf, on y allait et on répétait les 4 danses. Et en fait c'est là que j'ai marqué que c'était tout un écosystème, parce que tu avais le chorégraphe, le mec qui s'occupait des costumes, le DJ qui s'occupait de la prod, machin et tout, les danseurs. Voilà. Et non, en fait tout le monde était danseur, mais en même temps ils avaient des rôles secondaires. D'accord, donc le DJ dansait, le chorégraphe dansait. Voilà, exactement. Et du coup, moi, ils m'ont foutu à l'entrée pour les tickets. C'était la deuxième mission. C'était le stagiaire, tu sais. Et je me rappellerai toujours de ma première intervention, parce qu'ils m'ont lancé sur scène tout seul, comme ça. Et la musique, c'était Jerry Halliwell, It's Raining Men. Oh. Alors le clip vidéo, en fait, elle rentre toute seule devant un jury où elle doit faire un moment de danse contemporaine, là, comme ça. Et voilà, j'avais ma perruque coupe carrée blonde, un crop top noir, un mini slip noir devant 1500 personnes. Qui était à fond en plus. Qui était à fond. Je crois que j'ai lâché un petit peu de nervosité avant d'entrer sur scène. C'est pas entendu. Et surtout avec des talons 43. Moi, je fais du 39. C'est vrai, ils t'ont pas donné la bonne taille? Bah non, il n'y avait pas, c'était tous des bonhommes. Oh là là. Et moi, j'étais une crevette. T'as mis des semelles, des chaussettes Non, c'était des talons ouverts. Oh là là. C'était la guerre. Comment ça fait? T'as réussi à danser avec? J'ai fait. À un moment donné, je crois que j'ai fini avec les talons qui sortaient à l'intérieur. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est quelle taille au-dessus de toi quand même, galère. Ouais. Mais il y en a un qui a fait mieux quand même. Un jour, il est rentré avec 2 talons gauche. Mais, et il l'a fait? Il l'a fait. Ah mais ouais, vous allez à du direct ouais, mais on a des fails assez impressionnants quand même. Hein. Il y a eu un jour où, pendant une choré de Beyoncé, pendant un lancer de jambes, il tape dans l'iPhone 3, on peut dire l'époque. L'iPhone 3 qui vole dans le... Et on a filmé ça. L'iPhone 3 d'un client? D'un client qui était en train de filmer et qui vole juste pendant ce temps. Moi, je me casse la gueule juste à côté et je rebondis sur mon cul. Et tout ça a été filmé par un mec qui nous l'a envoyé, nous disant « ça vaut de l'or ». Donc, il y a vraiment des fails même qui se voient sur la scène. Voilà. Et en fait, on a fait ça pendant 4 ans. Chaque mois. On est allé en tournée, on est allé à Strasbourg. Moi, je vivais ma life, quoi. T'adorais. C'était génial. Ok. Et en fait, oui, il faut insister parce qu'il faut revenir à l'histoire de drag queen, d'où ça vient. Ça a commencé là, mais en fait, on n'était pas maquillés comme des drag queens, c'est-à-dire avec du gros heavy make-up, tu tout retouchais ça. pas ton visage? Non, je retouchais pas mon visage. C'était vraiment bon. On faisait l'effort de se raser quand même. À l'époque, c'était pas si important que maintenant. Et en fait, voilà, on mettait juste du fard à paupières, comme dans le clip, mais un peu de blush, du rouge à lèvres, et allez hop là, et allez sur scène. Du mascara, on mettait même pas de faux cils, il n'y a rien du tout. Hein. Et c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, j'aimais beaucoup avoir à chaque fois un personnage différent sur scène. D'un show à un autre, et en fait, chacun de nous en plus avait son propre style, un peu sa personnalité. Non, sa propre diva attitrée, genre qui savait bien faire. Ah, ok. Par exemple, on avait le chorégraphe qui était génial en Beyoncé. Il y en avait un autre qui faisait très bien Mel B des Spice Girls. Et moi, j'étais attitrée les blanches. Lady Gaga, Jerry Halliwell. Non, Britney Spears, c'était pas moi, c'était un autre. Ah, d'accord. C'était pas moi, Britney Spears. Voilà, mais moi, c'était Lady Gaga, c'était génial, ça allait bien avec mon pif, c'était parfait. Très bien. Et les chorégraphies n'étaient pas trop difficiles, donc ça matchait. Ça allait. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, je me trouvais avec des perruques à la maison, des talons. Enfin, je commençais. Gardais en fait les costumes et tout. Non, on les gardait pas, mais après on faisait des soirées déguisées. Ok. Mais ça commence à s'inscrire vraiment dans le truc et tout.
Et après, arrivé à... Voilà, je suis parti à Barcelone. Et là, attention, comment est-ce que je suis arrivé de Paris à Barcelone? C'était vraiment n'importe quoi. Je suis venu à Barcelone en août pour le Circuit Festival, donc grand rassemblement de toutes les dindes, non, Barcelone, de toutes les dindes hormonées pour aller dans le waterpark, là, dans la piscine. J'aime bien parce que toi, t'es un one-man show. Ouais, mais gars, moi je suis au taquet là, du coup, c'est bien. Et franchement, le dernier jour, j'avais passé 10 jours. J'avais vraiment beaucoup aimé la ville. C'était pas la première fois que je venais. Je crois que c'était la première fois où j'appréciais vachement la ville et tout, la légèreté. Tu pouvais sortir avec ta culotte sur la tête, personne ne te disait rien. T'étais bien, quoi. J'étais vraiment bien et tout. Parce que j'étais dans un taf horrible où je me sentais pas du tout bien. Je me faisais agresser tout le temps par les clients, les employés et tout. Enfin, j'étais pas top. Ta vie parisienne te lassait un peu. Ah, la vie professionnelle. Ah, parce que que privée, c'était toujours aussi génial. cool, c'était génial. Je crois qu'on avait arrêté la People, parce que ça commençait à devenir un peu n'importe quoi. Mais le reste, c'était toujours bien. Et en plus, j'avais pris 10 kilos et tout en muscles. Enfin, je me sentais bien. Comme la troupe, quoi. Non, toujours pas, mais j'y arriverai jamais. Mais voilà, attends, je fais 1m66, je sais pas quoi, je suis un Pokémon moi, donc j'irai jamais ça va, très très loin. porter des hauts talons. Oui, là du coup, je suis une personne normale. Mais non. Et en fait, j'étais à la plage et je mets Grindr, donc Grindr qui est le Tinder gay. Ouais. Le mec, il me dit, parce que moi sur Grindr, je mets les langues que je parle pour faciliter la communication. D'accord. Et là, un mec, il me fait, ah, tu parles allemand, français, anglais couramment? Je lui dis, ben oui. On cherche des gens comme toi, est-ce que ça te dit de travailler pour Airbnb à Barcelone? Je fais, oh, sérieux là, comme ça? Une offre d'emploi comme ça, machin et tout? Il me fait, ben ouais, tu me passes ton CV et on voit. Je lui passe mon CV. Moi, je suis revenu à Paris. Entre-temps, ouais. Entre-temps, et vraiment le lundi même, le mec responsable des recrutements m'appelle, c'était un Français, et il me dit, voilà, on va te faire un entretien. Donc moi, j'ai mis ma plus belle chemise, ma plus belle cravate et mon plus beau caleçon, parce que c'était via Skype. Et du coup, bah, ça match, et il me dit, bah, écoute, on t'attend dans 6 jours. J'ai fait quoi? Ouais. Pardon. Ouais, t'étais pas prêt, toi? Je suis pas prêt là. Je fais, c'est quoi ce délire? Ouais, t'allais pas lâcher ton appart comme ça, ton taf, tes potes. Eh ben, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, le taf, heureusement que j'avais des vacances accumulées jusqu'à perpète. Du coup, ça couvrait le mois. Ouais. Et en fait, j'avais vite fait mes calculs parce qu'eux, ils me proposaient un call center, franchement, un 39 heures, 1000 euros. Moi, j'étais dans un bourbier à 1300 euros en faisant des horaires de taré et tout. J'ai dit, tu sais quoi? La balance, elle est vite faite. Hein. D'un côté, t'as la merde, de l'autre côté, t'as une nouvelle aventure avec une nouvelle langue, et non, en fait, deux, parce qu'il y a le catalan. Et du coup, bah, voilà, j'ai pris mes clics et mes claques. Alors, j'avais déjà des amis ici qui allaient pouvoir m'aider à démarrer. Et je suis venu à Barcelone. Ouais, j'ai bossé chez eux pendant 6 mois. Et puis, je suis rentré à La Fourchette, qui est là où je bosse toujours depuis 6 ans. Et c'est là que vraiment le drag a commencé. Ok. Et attends juste, est-ce que le drag, t'en parlais ouvertement à tout l'entourage à Paris? Je considérais pas ça comme drag. Ah oui, non, je veux dire le show. Enfin, t'avais oui, le show, tout le monde. Ah oui, tout le monde savait. Les talons, les perruques, mais oui, mais tout le monde savait que j'étais le Happy Boy. Mais même la famille? Oui, ils avaient vu. Oui, parce qu'on avait fait une tournée à Marseille, donc j'y suis allé. Ils n'ont pas vu, mais. Ils en ont entendu parler. Voilà, ils en ont entendu parler. En tout cas, voilà, il n'y avait pas de honte de ce niveau-là. Déjà, t'en parlais très librement. Ça, c'est parti de toi. Il n'y avait pas de souci. Mais le truc, c'est qu'en fait, à Paris, c'est pas pour me lancer des fleurs. Hein. D'ailleurs, à un moment, ça m'a saoulé parce qu'en fait, je bosse avant de Body Shop, avant le boulot que j'ai quitté pour aller à Barcelone. Je bossais dans un magasin de sous-vêtements masculins pendant 2 ans et demi. Et je bossais en même temps à la soirée. Et j'allais au sport où il y avait beaucoup de gays. Donc, en fait, je mangeais, je baignais trop là-dedans. Et en fait, c'était too much. C'était trop, mais du coup... Donc c'était super facile en même temps, quoi. Tout le monde savait qui j'étais, je pouvais pas... Il n'y avait pas de secret pour personne, voilà, en fait. mais t'étais transparente, voilà, t'étais toi. Oui, moi j'étais moi-même, puis ceux qui se plaisaient pas, c'était pas grave, on s'en fout. Barcelone, du coup, à la Fourchette, la soirée d'Halloween.
entre collègues, donc dans la boîte, où j'ai débarqué en Maléfique de La Belle au Bois dormant. C'est un personnage qui m'a toujours fasciné. Il y a eu Ursula aussi de la Petite Sirène, mais c'était un peu plus compliqué à faire. Et en fait, j'avais vraiment upstagé, ou je sais pas comment on dit, enfin, j'avais fait ça. Préparé. Genre, je sortais de l'ascenseur, en fait, pile où quand il y avait tout le monde qui était déjà dans la cantine et tout, parce que ça se faisait dans la cantine. J'avais mes cornes, le make-up. Mais t'étais le seul déguisé. Les autres étaient déguisés, mais ils étaient déguisés vite fait. J'ai fait une cicatrice sur le visage. Voilà. J'arrive et c'était tanana. Et là, je récite le moment du baptême. Quand elle arrive, en fait, je l'ai appris en anglais et tout. Et j'avais une complice qui me donnait la réplique. Mais c'était silencieux et tout. Et là, j'ai surkiffé. Toi, t'avais préparé ça comme ça, en mode je vais faire ça comme ça va être marrant. Et là, tu t'es rendu compte, waouh! Voilà, les gens me connaissaient pas tous. Et là, en fait, tout le monde me regardait, tous les directeurs, machin, et tous les directrices et tout, tous les chefs et tout. C'est qui celui-là? C'est Monsef. Parce que j'étais méconnaissable, j'avais mis des lentilles vertes, le visage était... Enfin, il y avait le casque là qu'elle a, j'avais mon bâton, j'avais ma canne. J'étais en talon. C'était n'importe quoi, j'avais la fumée verte. T'étais à fond, quoi, t'avais fait le grand jeu à moi. Le grand jeu. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai adoré être quelqu'un d'autre. Alors au début, c'était toujours quelqu'un qui existait ou qui était fictif, mais je copiais en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à vraiment avoir mon propre personnage. Alors, mon propre personnage s'appelle Safira Halliwell. Alors, Safira, c'est parce que mon nom de famille c'est Nafir et que j'avais une prof au lycée de maths que je détestais. Forcément, je suis un biologiste, je déteste les maths. Qui, en France, en fait, on nous appelle par nos noms de famille, je crois, au lycée. Et du coup, en fait, je sais pas pourquoi elle disait pas Nafir au tableau, elle disait Saphir au tableau. Alors moi, j'étais heureux, donc ça brille. Oui, c'est beau. Et elle avait un sale accent, Donc c'était Saphir au tableau. J'ai fait, oh putain, note ça pour plus tard, parce que ça va servir. Saphira, on va garder. Et le Halliwell, comme je vous ai raconté tout à l'heure, c'était ma première performance en fait, ratée ou pas, je sais pas, mais mémorable en tout cas. Mémorable, donc c'est resté ce Halliwell là, et aussi parce que dans le groupe des Happy Boys, en fait sur Facebook, il y en avait deux qui avaient déjà le nom de famille, ils avaient leur prénom et le nom de famille Halliwell pour que le boulot ne les retrouve pas ou des choses comme ça. J'étais la troisième parce que du coup c'était aussi un hommage à Charmed. Qui à l'époque faisait Rage. Donc voilà, donc c'est Safira Halliwell. Et en fait, petit à petit, vraiment, j'ai commencé à avoir une identité. Et maintenant, une identité complète, en fait, même si ça reste une extension de Monsef. C'est-à-dire, Monsef est déjà pas mal extraverti, mais Safira, en fait, elle fout le bordel. Elle est à fond, elle est too much. Elle est à fond. Too much, non, parce qu'on doit rester quand même, doit respecter quand même une certaine classe avec des guillemets, mais qui arrive jusqu'au sol. J'ai réussi à trouver maintenant une j'appelle ça ma designer, une couturière en fait qui se spécialise dans les habits à la base de stripteaseurs. Sa passion, c'est coller des brillants. Fond paillettes. Mais pas des petites paillettes, les gros brillants là qui brillent dès qu'il y a la lumière, là, les diamants là. Et en fait, elle me fait des bodys où tu as mes jambes qui sortent et tout. Et mes jambes et mes fesses, c'est ma partie préférée de mon corps. Donc elle les met bien en valeur. Elle les met bien en valeur et tout. Et vraiment, c'est des trucs super avec des couleurs incroyables, des formes, des volants. Et du coup, en fait, j'ai aussi commencé à faire du pole dance. Mais attends, on est resté au spectacle que tu fais, enfin pas le spectacle, mais à la soirée d'Halloween du travail. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le drag? Parce que là, t'es passé direct à ton personnage, mais quel est le cheminement entre les deux? Chaque Halloween et chaque fête du travail, les gens s'attendaient à ce que je sois déguisé. C'était genre, un jour, je suis pas venu déguisé, les gens, ils m'ont insulté, quoi. Et du coup, en fait, je profitais, parce que comme on en fait toutes les 3 mois, on en faisait, parce que là, c'est mort, on en faisait tous les 3 mois, du coup, ça me faisait un projet. Et je commençais à amasser de la merde chez moi, forcément, j'ai telle perruque, machin. Et vraiment, petit à petit, tu passes de l'acheter au bazar à l'acheter vraiment dans un magasin de perruques online où elle te coûte 80 € la perruque, quoi. Et d'avoir un mec qui te les style
qui habite à Sitges que tu dois prendre le train, faire 30 km, revenir pour qu'il le fasse bien, pour que ça tienne. Et du coup, voilà, j'ai mon designer, j'ai mon coiffeur. Aurore, c'est ma manager assistante, géniale là-dedans. Et donc tout ça, c'était juste pour le spectacle, pour les fêtes du travail. Pour les fêtes du travail. Voilà. Et en fait, je commençais vraiment à aller vers la professionnalisation, même si ça reste même si dans le cadre du loisir, ouais. Voilà. Et un jour, je vais au Japon voir mon meilleur pote qui habite à Tokyo avec son mec. Ce sont des personnes qui sont pas trop mainstream, ils aiment pas trop les trucs vraiment clichés, télé-réalité, machin et tout. Et donc j'étais chez eux et tout, et ils me disent, je suis désolé, mais tous les soirs en fait on regarde une émission. Je fais, ah bon, une émission de quoi? Et ils me disent, ben c'est une émission de télé-réalité. J'ai fait, vous, une émission de télé-réalité, mais ça va pas à la tête, mais qui vous a pris? Il dit, ouais, mais en fait c'est avec des drag queens. Et je fais, oh là là, parce que dans ma tête, moi j'étais pas une drag queen. Ouais. Et dans ma tête, les drag queens, c'était genre les transformistes qu'il y a chez Michou, qui te font du Danny Briand, du Dalida. Et là, en fait, c'était l'émission qui s'appelle RuPaul's Drag Race, qui est connue pour ça. En fait, c'est une télé-réalité, mais où ils ont enlevé le côté on les voit dormir et manger et tout ça. En fait, c'est une compète de drag queens, où ils doivent savoir chanter, coudre, danser, courir, se mettre sous l'eau avec du maquillage, enfin n'importe quoi, c'est le Fort Boyard du drag, quoi. Faire de la comédie, être drôle, nous émouvoir, parce qu'il y a toujours les moments... tout côté théâtral aussi. Voilà, très théâtral, faire des pièces de théâtre sur des séries, enfin... Alors, premier épisode, je comprenais pas tout, parce que c'est vraiment du jargon anglais et tout, avec les sous-titres japonais, franchement, moi, j'y arrivais pas. Je sais pas vous, mais... hein. Et à un moment donné, j'ai commencé à rigoler. Et je fais, ah tiens, parce que moi j'étais sur mon téléphone, en fait, je jouais à un truc, voilà, je regardais à moitié et tout. Et j'ai commencé à rigoler, et puis forcément, moi, j'ai passé 10 jours avec eux, 10 jours à regarder cette émission. Forcément, je suis rentré chez moi, je voulais savoir qui allait gagner, quoi. Ouais. Tu regardes tous les soirs, voilà. Voilà. Et du coup, après, j'ai rebooté, parce que là, on était à la saison 6, qui est d'ailleurs ma saison préférée. Et j'ai recommencé, en fait. J'ai repris dès le début. Et j'ai regardé. Et en fait, je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça parce que je suis déjà à moitié sur la route, là. Je fais, quoi, ouais. Je suis à moitié sur la route, mais il va falloir mettre les piles, comme ils disent en Espagne. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à regarder où est-ce qu'il y avait des gens à Barcelone qui faisaient du show drag queen, ou dans quel bar il y avait des gens qui allaient en drag là-bas. Ça avait semé la graine, quoi. Voilà. Grosse graine. Mais là, les racines, elles étaient déjà là. Ouais, en fait, c'est ça. Et c'est vraiment là que ça a commencé. Et j'ai commencé à m'acheter du vrai maquillage et tout, à regarder des tutoriels, même si je ne dis rien. Parce que forcément, il faut que je change ma tête complètement. Pour le coup, on n'est plus sur le blush à 3 minutes. Voilà, on est sur, mec, t'as un gros pif. Va falloir cacher ça, quoi. On est tout fin, machin. J'y arrive toujours pas, je ressemble toujours à Sarah Jessica Parker ou à sa mère, je ne sais pas. Mais du coup, si c'est vrai, voilà, je mets les lentilles, je mets les faux cils, l'eyeliner jusqu'aux oreilles, jusqu'aux cheveux. Les cheveux, c'est pas les miens. Des fois, j'ai même 2 perruques, j'en enlève une en cours de route. Enfin, c'est vraiment le show. Et du coup, c'est à quel moment que tu as eu ta première expérience en tant que drag queen? Mon premier concours de drag, c'était à l'Apollo, une boîte connue à Barcelone, dans une fête qui s'appelle Churros con Chocolate. J'ai pas besoin de le traduire, je crois que tout le monde sait ce que c'est des churros. Oui. Hein. C'est une soirée qui ressemble un peu à la People's, où je dansais aussi. D'accord. T'as dansé déjà là-bas? Ouais, j'ai déjà dansé là-bas, parce qu'en fait, j'ai retranscrit ce qu'on faisait. Par contre, c'était plus du tout des tableaux, des trucs comme ça. Là, il fallait vraiment qu'on fasse nos propres chorés, et c'est eux qui nous fournissaient les... On était genre des consultants, on était les danseurs, en fait. Mais là, t'étais pas au guichet à l'entrée. Ah, là, j'étais pas coprod de la soirée. Et en fait, donc, du coup, il y avait ce concours qui s'appelait Churros Got Talent. Et je me suis dit, putain, il va falloir faire un truc, là. J'ai préparé pendant 1 mois tout un numéro avec ma prof. Parce que du coup, t'as une prof de danse? De pole dance. Ouais, de pole dance. Ouais. Ok, c'était que des... Enfin, c'était un concours de pole dance? C'était un concours de artistes. Il y avait plusieurs catégories. Il y avait la catégorie spectacle, c'était les danseurs et les drags. Il y avait la catégorie chant et il y avait la catégorie groupe musical ou un truc dans le genre. Un truc qui t'a pas interpellé. Non, de toute façon, moi je me rappelle plus de cette soirée, j'étais pas là. J'étais ailleurs parce que c'était horrible. Donc en fait, j'étais super prêt. J'avais un costume d'enfer, j'avais un juste corps ou un body, je sais pas comment on dit là.
couleur chair, mais on dirait que j'étais à poil. Comme Britney dans Toxic, en fait, elle est vraiment, on dirait, à poil avec que des brillants. Et j'avais un tutu bleu clair et blanc comme ça, et c'était l'époque de Frozen. Alors évidemment, c'est mon Disney préféré, après quelques-uns, mais on va dire actuellement, c'est celui que je kiffe. Et j'ai fait, c'était sur la musique de Frozen 2, attention. Ok, donc la Reine des Neiges. J'avais ma choré toute prête et tout, et en fait, c'est là où la merde a commencé, c'est que le pôle, enfin la barre, fallait la trimballer. Ouais. Et en fait, elle venait avec un socle de 75 kilos. Moi, j'habitais au 5e étage, sans ascenseur. Et elle était dans ton appart ? Il fallait que j'aille la chercher chez quelqu'un, que je l'emmène chez moi. En attendant le jour, show, je la descende, je l'emmène au théâtre, la boîte. Je la monte, je fais mon show, je l'enlève et je remonte chez moi. Et puis, quelques jours plus tard, je la ramène là où je l'ai prise. Heureusement qu'Aurore était là. À 2, vous avez fait ça ? À 2, on a fait ça parce qu'en fait, le bordel, il est en 4 pièces qui pèsent un homme mort, comme dit Aurore. Ok. Aurore, ta meilleure pote. Aurore, c'est ma meilleure pote. Et en fait, franchement, mais on s'est fait des muscles en fer. Hein. C'était horrible ce moment. Tu devais être épuisée avant d'y aller. J'étais crevée avant de commencer. 75 kilos. Et donc je monte le bordel et tout derrière la scène et tout. Forcément le stress commence, la perruque elle était bien. Il faut que ça tienne bien en plus la barre et bien. tout. Mais en même temps il fallait que ma perruque aussi elle tienne, elle était collée avec de la super glue. J'avais une queue de cheval en plus. En fait c'était 2 perruques que j'avais mises pour avoir assez de longueur de queue de cheval. Ok. Elle pesait 3 tonnes, j'avais mon cou qui était, bien sollicité. Okay. Et là on se rend compte qu'il nous manque une pièce. Pour la barre ? Pour la barre. Là, écoute, j'ai cru que je tombais dans un trou infini. Ouais. Heureusement. Parce qu'ils m'ont dit, mais tu peux pas faire autre chose. J'ai fait, non. Ben non, ça fait un mois que je fais ça. Ça fait un mois que je fais ça. Heureusement que la directrice de l'école où j'étais avant, elle a pris sa moto, ses ailes, je sais pas ce qu'elle a pris. Ok. Elle a couru jusqu'à l'école. Elle est revenue en 15 minutes, alors que l'école, elle était à l'autre bout du monde. Ok. Et elle est revenue avec la pièce. Elle allait me tuer, mais elle est revenue avec la pièce. On l'a installé, j'ai fait mon show, j'ai fait n'importe quoi. C'est vrai ? Parce que j'ai pas fait la choré, j'ai fait une autre choré. Parce que je m'en rappelais plus. Ok. Avec les nerfs. Trop de pression. Trop de pression, voilà. Maintenant, quand je regarde, forcément, c'était il y a 1 an, j'avais pas la technique que j'ai maintenant. J'avais pas mis les pointes. Enfin, c'était. Moi, je vois que c'est vulgaire. Mais forcément, des gens qui sont pas initiés, ils disent waouh. Ouais. Ça a fait un tabac. C'est vrai ? Surtout que les organisateurs, ils partaient avec un a priori. Parce qu'ils me disaient, mais pourquoi tu veux concourir si on te connaît déjà ? On sait comment tu es, t'as pas besoin de te présenter. Mais non, vous savez pas à quel point je sais bien danser. Et en fait, quand je leur ai dit, non mais moi je veux montrer ça, et ils ont fait, oh ah ouais. Ok. Et là, c'était la révélation, quoi. Et en fait, quand ils ont annoncé les finalistes, et ils ont dit mon nom, j'étais hyper content. Vous savez, quand on se moque des gens dans des émissions télé qui sont euphoriques, tu dis ça va. En mode Miss France, genre voilà, c'est moi. On va se calmer. C'était toi. Comme ça. Parce qu'après, je me suis revue. Non, mais je m'y attendais pas. Voilà, en fait, c'était inespéré. C'était inespéré parce que je suis toujours la dernière. Et en plus, tu dis, j'ai fait une autre choré, j'étais pas prêt. Juste avant, t'as cru que tout allait lâcher. Voilà, c'était une catastrophe et tout. Et non. Et j'ai commencé à planifier la finale. Et il y a eu le Covid. RuPaul's Drag Race, c'est l'émission de drag queen en fait. Oui, ok. Donc RuPaul, c'est une drag queen ultra connue dans le monde, depuis des années, il est vieux maintenant, mais il continue. Et en fait, il y a eu la franchise en Espagne qui s'est lancée. Trop bien. Il y a eu le casting en J'imagine que décembre. Ouais. Moi, je l'ai fait. Il y avait 3 pauvres questions, genre t'es qui, tu fais quoi et pourquoi tu veux gagner. Franchement, je me suis senti comme ça, j'étais là. Super. À taper avec 3 doigts là. Et je me suis dit, franchement, bon, je vais le faire. Le casting, c'était fin décembre. J'envoie ça comme ça, mais il n'y avait même pas besoin d'envoyer ni de photos ni rien. Hein. Okay. Je crois qu'après, il farfouillait quand même ton Instagram et tout ça là. Et le jour avant l'épiphanie,
Et je reçois un appel d'un numéro que je connais pas. Alors d'habitude, c'est toujours les compagnies téléphone, machin et tout. Je vais répondre. Comme par hasard. Et là, il fait bonjour, je suis Ruben de Drag Race. Et là, gros moment de stress, parce qu'en plus, il fallait garder la tête froide et la bouche froide. Ouais, fallait pas dire de conneries. Fallait pas dire de conneries et fallait pas genre être en mode euphorique. Oh my god, tu m'as appelé, oh là là. Comment je vais faire? Non, okay. Ce monsieur il te parle, tu as 35 ans, voilà. Ta gueule. Ouais. Pour l'instant, il t'a juste rappelé. Donc voilà, il a juste rappelé et il m'a dit ouais, t'as l'air top, machin et tout. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En espagnol en plus. En espagnol, oui. Donc ce sera une émission en espagnol. Ça sera une émission en espagnol qui va sortir incessamment sous peu là. Okay. On ne sait toujours pas parce que ça fait un mois qu'ils nous font proximadamente, muy pronto, bientôt, et on ne sait toujours pas quand. Okay. Mais du coup, qu'est-ce qu'il te dit? Et il me dit j'aimerais bien en savoir plus, donc raconte-moi ta life. Voilà, donc je lui ai fait le podcast que je vous ai fait là, okay. Mais en plus synthétisé, en plus concis. Et il me dit d'accord, on se tient au courant. Okay, comme ça, en 10 minutes. Boum. Okay. Je fais ok, donc moi j'étais tout seul chez moi. J'étais là. J'espère que j'ai bien dit quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Et en plus, il m'a dit, tu dis ça à personne. Ah, bon. Voilà, le problème c'est que moi, je fais au revoir. Parce que, juste une parenthèse, pendant le confinement de l'année dernière, Aurore a découvert RuPaul's Drag Race, enfin je lui ai fait découvrir, elle a surkiffé. Et en fait, même si on était dans des maisons séparées, tous les soirs on se regardait un épisode. Donc moi je me suis refait encore toutes les saisons. Elle a surkiffé et de toute façon elle est addict au concours, donc je lui donne n'importe quoi, elle adore. Et ça, elle a adoré. Ok, donc elle était à 200% derrière toi, quoi. 200%, et je lui dis mais par contre, tu t'en parles pas. Tu t'en parles pas, machin. Et après, le jour d'après, il me rappelle. Et j'ai fait oh merde. Et là, il me dit, va falloir que tu me fasses un vidéocast, donc une vidéo de toi avec telle et telle consigne. Alors, les consignes, c'était digne d'un Spielberg, le truc. C'était 10 minutes avec 2 minutes de toi en mec, où tu dis ça, tu nous montes ta garde-robe, je sais pas quoi, des trucs comme ça. J'avais un jour pour le faire. En 3 heures, je crois que c'était bouclé. Avec mon coloc, on a fait une vidéo du tonnerre. Franchement, toi-même, t'étais trop fière. J'étais trop fière. Parce qu'il a tellement géré, mon coloc, la vidéo, les plans et tout, comment c'était. Moi, j'ai parlé de ma vie vraiment tellement naturellement. Et c'était drôle, et c'était n'importe quoi. C'était tellement moi que c'était génial, c'était authentique. On a fait vraiment n'importe quoi. Et après, j'ai demandé à mon meilleur ami qui est monteur, qui est au Japon. Je lui ai dit, tu peux monter la vidéo? Il me fait oui. Parfait. Bon, en plus, c'était lui qui t'avait mis là-dedans. Mais oui, exactement. Il me fait oui. Donc la vidéo, elle est allée jusqu'à Tokyo. Elle est revenue genre le lendemain, un truc dans le genre. À Barcelone. Et à Barcelone, le truc, c'est que mon meilleur ami, Alexis, il parle pas espagnol. Et il a fait un montage de tonnerre. Il m'a coupé pile au bon moment. Et j'ai fait, comment t'as su? Il me dit, je te connais. Je dis, je sais comment tu parles, tes montées de ton et des trucs comme ça quand t'es sarcastique et tout. J'ai fait, mais c'est génial! Et donc, je l'ai envoyé le vendredi, je me rappelle, c'était un vendredi. Et le mec, il m'écrit sur WhatsApp, il me dit, je viens de mourir de rire. Et là, moi, j'étais là. Ah, tu t'es dit, j'ai gagné. Et il me laisse comme ça pendant tout le week-end. Sous-entendait que ça, c'était bien. Il me laisse comme ça pendant tout le week-end. Et moi, j'étais là, en train de me ronger les ongles, stress. Le vendredi soir, il me dit, donne-moi ton email. Et du tac au tac comme ça. Bon, je t'envoie un questionnaire. Putain, le questionnaire, j'ai mis 4 heures à le répondre. C'est de la rédaction. J'avais une disserte à faire là sur ma life. J'ai mis tout le week-end à faire le truc. Il l'a reçu. Et puis il me dit, bon bah voilà, maintenant tu vas passer avec telle meuf. J'ai fait, quoi? Comment ça? J'ai fait, on continue d'avancer pour de vrai. Et j'ai continué d'avancer. Et la meuf, donc je représente avec la meuf. La meuf, elle était géniale. Super sympa. Je crois qu'elle avait ton âge. Vraiment, mais un amour. Et ça a cliqué direct. Et donc voilà, j'ai continué à envoyer des photos. Comment? Tu devais faire quoi avec elle? En fait, elle me continue de me poser des questions sur moi-même, sur ma... C'est elle qui prenait le relais en fait. Voilà, elle prenait le relais, elle voulait savoir si j'avais des ennemis et tout. Donc moi, je suis pas con. Je sais que c'est pour la télé. Donc on va inventer des histoires, on va... Enfin, même si en fait, je pourrais faire que ça soit vrai, hein, parce que pour le drama, il faut juste me pousser un peu. Et puis un lundi, elle m'appelle et elle me dit, bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je fais, bah vas-y, dis-la. Moi, j'étais en train de me chier dessus. Je savais pas si je voulais pas, je savais pas encore. Et elle me dit, alors t'as pas été choisie. Ouais, je suis désolée, cette histoire, en fait, t'attendais à ce qu'elle finisse bien. J'étais sûre. Eh ben non. Plot twist. Elle me dit, t'as pas été sélectionnée parmi les X candidats, je peux pas dire. Mais par contre, tu es là just in case.
Je lui ai dit, c'est-à-dire... Elle me dit, comme époque Covid, s'il y en a une qui peut pas... C'est toi. C'est toi. Donc j'ai dit, c'est pas possible. J'ai le nez contre la porte. Ah ouais, t'es obligé de rester dedans, mais tu peux pas t'emballer. Exactement, et ça c'est un exercice psychologique assez compliqué, hein, parce que t'as ta tête qui fait « et si ?» Ouais. Oh, il faudra que je fasse... Est-ce que je quitterai mon boulot? Comment je vais faire? Non, mais non, il n'y a rien. Voilà, exactement. Et Aurore, qui était encore plus emballée que moi, je lui disais, arrête de me mettre des films dans la tête. Elle me disait, mais dis-toi, si ça se trouve, en fait, ils disent ça, mais ils disent ça à tout le monde. Et, elle m'a fait tout un film, et moi, j'y ai cru, tu vois, jusqu'au bout. Et en fait, j'ai dû me préparer, pareil, comme si j'allais rentrer, donc faire les tenues, préparer tous les challenges, toutes les tenues, machin et tout, en 15 jours. Coiffer les perruques, c'était 15 jours d'insomnie, de stress. Parce qu'en plus, comme c'est de la culture espagnole, il y avait des trucs que je ne maîtrisais pas, donc il fallait apprendre. Et il y avait par exemple, il te disait, il faut que tu saches telle série. J'avais jamais vu, moi, telle série. Et c'était pas une dose stress, quoi. C'était pas c'était pas un truc que tu avais un truc que j'avais déjà vu petit, non. Fallait tout. Fallait apprendre à coudre, fallait tout ça, quoi. Fallait absorber tout ça. Et puis, ils m'ont fait aller à Madrid. Ils m'ont confiné dans un hôtel pendant 5 jours. Où je devais attendre sagement de savoir si quelqu'un allait avoir le Covid. Et non, et lundi, il m'appelle. En fait, je commence à en avoir marre parce que j'étais là pendant 5 jours. Moi, j'avais mon téléphone, mais les autres, elles n'avaient pas leur téléphone. Et parce qu'en fait, chaque candidat était dans un hôtel différent pour pas se croiser, parce qu'on ne sait pas qui sont les autres. Et même, enfin, elles, maintenant, elles le savent parce qu'elles ont fini de filmer, mais c'était en début mars. Et donc, je suis revenu à Barcelone avec mes tenues, mes machins et tout. Mais franchement, maintenant, je sais comment c'est. S'il y a une saison 2, je vais retenter. Et du coup, ça a été une expérience où je me suis dit, et c'est là en fait mon ego, il est remonté à des niveaux acceptables. J'avais un problème d'estime de soi en drague, parce qu'en mec, je l'ai plus ça. Je l'ai combattu et j'y suis arrivé, tu vois. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je sais que je suis un produit télévisable, certes. Et ça te plaît? Ça me dérange pas. Après, ce que je vais en faire, je sais pas. J'essaierai de garder les pieds sur terre parce que c'est ce qu'il faut. Mais j'essaierai de faire au maximum que ça reste un hobby. Toi, c'est vraiment, tu tiens vraiment au fait que ça ne devienne pas une profession? Non, parce que c'est là où je risque de perdre l'envie de le faire. C'est un hobby comme un autre, mais qui me permet de canaliser une personnalité, une différence. Donc voilà, du coup, après vous avoir saoulé pendant je ne sais combien de temps à parler de ma vie, là, j'espère que vous avez bu un truc ou quoi. En fait, voilà le comment, du pourquoi, du d'où, le drag, en vraiment retenant 2 choses, que ça reste un hobby, et que je m'appelle Safira Aliwell, et allez me chercher sur Instagram. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Monsef pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.